Le matin du 31 août 1997, le monde se réveille dans une atmosphère fiévreuse. Les Britanniques n'ont pas dormi, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Lady Diana, la princesse de Galles, ex-femme du prince Charles, futur roi d'Angleterre, est déclarée morte à 4h25 du matin. Madame, monsieur, bonjour. La princesse de Galles, Lady Di, est morte cette nuit à Paris dans un accident de voiture. Diana, Princess of Wales, has been seriously injured. Diana, Princess of Wales, has been badly injured in a car crash in France. The world is in shock. Diana, Princess of Wales, is dead and Britain is in mourning. L'accident qui a causé sa mort dans le tunnel du pont de l'Alma, à Paris, a été d'une rare violence. Devant l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, le sol est jonché de fleurs. Au même moment, à Londres, c'est la cohue dans les rues. Des cortèges se forment, les gens pleurent et rendent un dernier hommage à la princesse. C'est l'incompréhension totale. La presse couvre l'événement et réclame des obsèques royales pour Diana, même si elle n'est plus officiellement un membre de la famille royale depuis son divorce avec le prince Charles. À l'annonce de sa mort, toute la Grande-Bretagne, de tous les milieux se rassemble, endeuillée et silencieuse vers le palais de Kensington, celui où vivait la princesse, désormais vide et froid. Le temps est suspendu, le monde entier attend que la reine Elisabeth II, l'ex-belle-mère de Diana, prenne la parole. Mais non, la souveraine garde le silence, recluse dans son château écossais de Balmoral, entourée de son mari et des enfants de la princesse Diana, William et Harry. C'est ce qu'on appelle jouer au roi du silence. Alors pour que les enfants n'accèdent pas à trop d'informations sur ce qui se passe, la reine a fait retirer tous les journaux du château. Au palais de Buckingham, tout semble normal. Pas de drapeau en berne, pas de discours, mais que fait la reine? Tony Blair, le Premier ministre, prend quant à lui la parole au nom du gouvernement britannique. Il rend hommage, la voix tremblante, à la princesse du peuple. I feel like everyone else in this country today, utterly devastated. Our thoughts and prayers are with Princess Diana's family, in particular her two sons, the two boys. Our hearts go out to them. Les citoyens londoniens, déçus par la couronne restée silencieuse, se regroupent devant le palais de Buckingham. Des mots sont déposés à Diana, notre vraie reine. Une fois encore, les médias se saisissent de l'événement, les éditions spéciales sont ouvertes. Alors tous les sujets sont mélangés dans la presse. L'adultère de la princesse, les causes de l'accident, le silence de la reine. Une ambiance entre émotion silencieuse et scandale d'État. Very, very, very disgraceful, I find their behaviour. Very disgraceful. What do you think, madam? I think it's disgusting that they have not appeared or said a word. Sur les conseils de Tony Blair, la reine Elisabeth II prend finalement la parole le 5 septembre, veille des funérailles de Diana à la télévision. So what I say to you now, as your queen and as a grandmother, I say from my heart. First, I want to pay tribute to Diana myself. She was an exceptional and gifted human being. In good times and bad, she never lost her capacity to smile and laugh, nor to inspire others with her warmth and kindness. I admired and respected her for her energy and commitment to others, and especially for her devotion to her two boys. Les funérailles de la princesse sont organisées le 6 septembre, à Londres, dès 9h du matin, sous le son de la cloche ténor de l'abbaye de Westminster. Le cortège funéraire suit une route bordée de fleurs entre le palais de Kensington, où le corps de Diana a été transporté, et le palais de Buckingham. Sur le cercueil, une lettre écrite de la main du jeune prince Harry, adressée à maman. À 11h du matin, la cérémonie commence à l'abbaye de Westminster. 2000 personnes sont présentes. La reine Elisabeth et son mari, évidemment. Tony Blair est là aussi et d'autres anciens premiers ministres britanniques avec lui, comme Margaret Thatcher. Des personnalités politiques venues des quatre coins du monde, comme Hillary Clinton, alors première dame des États-Unis, ou des personnalités publiques, je pense au styliste allemand Karl Lagerfeld, des acteurs américains comme Nicole Kidman, Tom Cruise, Tom Hanks, mais aussi le chanteur britannique Elton John, qui a d'ailleurs revisité la chanson Candle in the Wind, initialement écrite en 73 à l'occasion de la mort de Marilyn Monroe, et cette fois-ci retravaillée en hommage à la princesse. Loveliness we've lost, those empty days without your smile, this torch we'll always carry for our nation's golden child. Cet épisode musical est un moment marquant des funérailles et le titre devient rapidement un tube mondial. Rendez-vous bien compte, aujourd'hui encore, ça reste le deuxième single le plus vendu de tous les temps. Évidemment, pendant les funérailles,
On s'émeut de la présence en première ligne de William et Harry, les jeunes princes, désormais orphelins. Le monde entier suit l'événement, on compte jusqu'à 2,5 milliards de téléspectateurs. Lady Di, la princesse des cœurs, du peuple, celle qui a dépoussiéré la couronne d'Angleterre, qui a cassé les codes de l'aristocratie britannique, qui s'est opposée publiquement à la famille royale, celle qui, par sa modernité et sa légèreté, son engagement, mais aussi par sa fragilité et sa part d'ombre, a fasciné le monde et déchaîné les passions. Alors, que s'est-il passé ce soir-là, sous le pont de l'Alma? Comment Diana Spencer a pu s'éteindre d'une manière aussi fulgurante? À la mort d'Elisabeth II, il y a quelques semaines, j'ai passé pas mal de temps devant les infos, et je me suis intéressé, je crois un peu comme tout le monde, à la famille royale d'Angleterre. Il y a cette figure, que je connaissais finalement peu, qui revenait tout le temps. Lady Di. Alors je me suis renseigné, entre noblesse, tromperie, trahison, paparazzi, mort inexpliquée, et cette histoire finalement, c'est une vraie série. J'ai voulu varier un peu le ton, et les sujets aussi, et cette incroyable histoire de Lady Di, c'est aussi une vraie affaire. Je vais de temps en temps vous proposer des affaires, des grands crimes, des faits divers, qui ont eux aussi marqué la société. Voici l'extraordinaire affaire Lady Di. Remontons un peu dans le temps. Le 1er juillet 1961, au domaine royal de Sandringham, dans le comté de Norfolk, au nord de Londres, une petite fille naît. Diana Spencer voit le jour dans une famille de sang aristocratique 100% british. Son père, Edward John Spencer, est un aristocrate britannique et sa mère, Frances Bourke-Croche, devenue Frances Spencer, et tant mieux pour la prononciation, est issue d'une famille noble irlandaise. Diana a 2 sœurs aînées, Jane et Sarah. Quand la petite fille naît, l'ambiance familiale est plutôt pesante. Et pour cause, Edward et Frances viennent de perdre 1 an plus tôt leur premier fils mort à la naissance. Et dans l'aristocratie anglaise, avoir un fils, c'est assurer la continuité de la lignée. Voilà pourquoi ce petit était attendu. Alors, Diana arrive 1 an plus tard et grandit en portant le poids de cette histoire. Toute son enfance, ce drame lui pèse. Et ce, malgré la naissance en 1964 de son petit frère, Charles Spencer. Et Charles assurera finalement la descendance de la famille. Alors qu'elle est encore jeune, l'ambiance familiale s'alourdit donc chez les Spencer. Un jour, Frances, la mère de Diana, prend une décision sans prévenir les enfants. Elle quitte la maison pour Peter, un industriel britannique. Le départ de sa mère est un drame pour la petite Diana, qui se souviendra toute sa vie des bruits de pas dans les graviers du domaine. De sa mère, partant à pied, sans jamais se retourner. La petite fille de 8 ans perd sa joie de vivre. Elle ne dort plus, et son petit frère, dont elle est très proche, non plus. Elle commence même à avoir des troubles de l'alimentation. Finalement, une fois le divorce prononcé, c'est le père de Diana qui obtient la garde des enfants. Si son père se montre aimant avec ses enfants, et apporte un peu de chaleur dans le début de vie compliqué de Diana, il est pas souvent là, et passe beaucoup de temps à Londres pour son boulot. Diana et ses frères et sœurs sont donc majoritairement élevés par des nounous, et se sentent parfois un peu délaissés. À l'adolescence, ce sentiment d'abandon est marqué de nouveau en 1976, lorsque Diana, 15 ans, apprend que son père s'est remarié en secret avec une certaine Raine. Raine, R-A-I-N-E, son prénom, pas la reine, Raine. Et ce jour-là, la jeune ado est complètement hors d'elle. Diana s'embrouille avec son père et va même jusqu'à le gifler, je cite, de la part des enfants. Pour les enfants Spencer, Raine, c'est un peu la méchante belle-mère dans les Disney. Ils la trouvent dure, froide, il lui trouve même un petit surnom, Acid Rain, vous comprenez, pluie acide. Grosse ambiance chez Spencer. Bon, et parallèlement à sa vie familiale un peu chaotique, Diana, comme toutes les ados, doit aller à l'école. Bon, le truc c'est que elle est plutôt mauvaise élève, à part en sport et en musique. En fait, c'est une super pianiste, Diana, et elle rêve de devenir danseuse de ballet. Mais bon, lorsqu'il s'agit d'études un peu plus traditionnelles, elle est un peu en galère. Elle décroche pas ses diplômes comme prévu, et donc finalement, elle décide de partir à Londres pour faire des petits boulots. Elle veut s'émanciper de la vie aristocratique et découvrir le monde. Découvrir le monde. Découvrir la société, découvrir le parcours des gens, avec quelque chose qu'elle aurait pu faire simplement en s'abonnant à cette chaîne YouTube. Un dimanche sur 2, je vous raconte des histoires comme ça, bon, enfin c'est pas le sujet. Une fois arrivée dans la capitale britannique, Diana fait des ménages mal payés, garde des enfants dans des familles et bosse en tant qu'assistante dans des jardins d'enfants. À cause ou grâce à son enfance compliquée, elle a une connexion un peu particulière avec les jeunes, elle réussit à les comprendre, à les écouter. C'est à peu près à cette période-là, au printemps 77 pour être exact, que Diana fait une rencontre un peu particulière alors qu'elle passe un week-end dans la maison de campagne de sa famille, avec des membres de l'aristocratie britannique. Parmi les invités, un jeune homme de 30 ans,
pas exactement comme les autres, c'est le fils de la reine. Le prince Charles vient prendre du bon temps. En fait, il faut savoir que la famille Spencer et la famille royale sont assez proches. La reine en personne a assisté au mariage des parents de Diana quelques années plus tôt, et on raconte même qu'elle jouait parfois à cache-cache avec Diana et ses frères et sœurs. Clairement, on n'a pas tous eu la même enfance. Et donc à cette époque, le prince Charles vit une amourette avec Sarah, la grande sœur de Diana. Bon, on peut pas dire que ce soit une relation hyper passionnelle, lui est pas très attiré, préfère profiter de sa jeunesse, en menant plein d'aventures un peu à droite à gauche. Et la sœur de Diana, Sarah, elle a aucune envie de se lancer dans une aventure aussi compliquée qu'une relation amoureuse avec un membre de la famille royale. Bon, pas très solide tout ça. En revanche, dans le jardin, il y en a une qui a bien compris que sa grande sœur était pas hyper chaude pour le futur roi et qui aimerait bien, à son tour, tenter sa chance. Diana, 16 ans, flash sur le prince Charles, qui, après ce week-end-là, commence à habiter les rêves de la jeune adolescente. Elle a même des photos de lui dans sa chambre. Diana, mais tu es cringe. Et ça n'est que 3 ans plus tard que Diana croise à nouveau Charles à l'occasion d'un week-end chez des amis communs. Cette fois, bon, elle a pris confiance en elle, elle a 19 ans, elle prend son courage à deux mains et s'avance vers le prince Charles pour lui parler. Et ça marche, Charles, prince de Galles et futur roi d'Angleterre, tombe plus ou moins sous charme de la jeune Diana Spencer. En intime, elle se confie même à ses amis, je cite: j'ai attrapé un gros poisson, le seul homme de la planète qui n'a pas le droit de divorcer de moi. Diana et Charles commencent à se fréquenter et les paparazzis publient des photos volées. Alors, pas le choix, il faut officialiser la relation. Alors, aussitôt dit, aussitôt fait, le 24 février 1981, les journalistes du monde entier sont conviés dans les jardins de Buckingham pour découvrir officiellement la nouvelle fiancée du prince de Galles. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que leur premier entretien restera dans l'histoire des médias britanniques. I'm amazed that she's been brave enough to take me on. And I suppose in love. Of course. Whatever in love means. Well, it You can obviously put your own means, interpretation. Des années plus tard, Diana dira que la remarque de son fiancé l'a beaucoup heurté. Leur idylle vient à peine de commencer, et Lady Di se dit que son prince charmant n'est pas si charmant que ça, qu'il n'a pas vraiment envie d'être proche d'elle, qu'ils se parlent presque jamais. Le passé de séducteur du prince Charles est loin d'être oublié. Après seulement 2 mois de relation officielle, Lady Di découvre que son futur mari entretient une relation avec Camilla Parker Bowles, une de ses anciennes conquêtes qu'il n'avait pas pu épouser parce qu'elle n'était pas de sang aristocratique, et qui, spoiler alert, deviendra bien plus tard son épouse, et actuellement reine consort du Royaume-Uni. La jeune Diana n'est pas dupe. Bon, faut dire qu'il y a des signes qui trompent pas. Elle trouve dans les affaires de son futur mari un bracelet avec les initiales G et F pour Gladys et Fred, les surnoms de Charles et Camilla pour se parler sans être repérés. Une fois encore, Diana sombre dans la tristesse. Elle hésite même à annuler son mariage, tout comme le prince d'ailleurs, qui commence à avoir des doutes sur cette union. Après tout, ils se connaissent à peine et se sont vus qu'une dizaine de fois avant la cérémonie. Mais nous sommes le 29 juillet 1981, Lady Di a tout juste 20 ans et elle épouse Charles, prince de Galles et futur roi d'Angleterre, sous le dôme de la cathédrale Saint-Paul de Londres. Ça y est, Diana Spencer rejoint la couronne d'Angleterre. Alors, vous en doutez, hein, le mariage d'un prince et d'une princesse, c'est pas vraiment un mariage comme les autres. On parle du mariage du siècle. 35 000 personnes sont invitées à la cérémonie et plus de 750 millions de téléspectateurs y assistent derrière leur écran à travers le monde. Même la tenue de la mariée est hors norme. Ça traîne là, sur la robe, fait environ 8 mètres de long. Le Royaume-Uni est en fête. Les futurs mariés arrivent en calèche, comme dans un conte de fées. Des milliers de Britanniques sont entassés devant la cathédrale, dans l'espoir d'apercevoir le nouveau couple iconique. Lady Diana séduit le peuple, c'est le début de la Diana Mania. Très vite, les médias se prennent de passion pour le nouveau couple princier. D'autant que 11 mois après leur mariage, c'est la naissance du petit William, potentiel 42e monarque britannique. Puis en 1984, de Henry, ouais, vous avez bien entendu qu'on surnomme, je sais pas pourquoi, Harry. La descendance est assurée. Les enfants grandissent heureux, ils sont préservés des embrouilles familiales et accompagnent leurs parents à travers le monde. Pour Diana, c'est un peu plus compliqué. Après la naissance de son premier fils, elle entre en dépression. Je veux dire que le fait que Charles passe ses journées au téléphone avec Camilla n'arrange rien. Diana se sent complètement délaissée par son mari, elle se sent seule et mal aimée. Mais les médias britanniques, eux, raffolent de cette nouvelle princesse qui sort un peu des sentiers battus, qui a un caractère bien affirmé. Rapidement, elle capte toutes les attentions et devient une véritable icône, qui va jusqu'à faire de l'ombre à son mari. Elle n'a pas peur du scandale et surtout, elle veut pas être potiche. Diana devient une star. Le 9 novembre 1985, sa notoriété change de dimension. Le président des États-Unis de l'époque, Ronald Reagan, organise une réception à la Maison-Blanche. Ce soir-là n'est marqué que par une chose, la danse endiablée de Lady Di avec l'immense star américaine John Travolta.
l'acteur de Grease et de Saturday Night Fever. Charles, invité comme héritier de la couronne, c'est pas rien quand même, passe complètement inaperçu à côté de sa femme qui est en train de devenir un véritable sex symbole. Fini les grandes robes et les chaussures plates, Lady Diana n'a pas peur des décolletés et des robes noires. Elle casse les codes de la couronne britannique, elle crie sa liberté et devient une icône de mode. En fait, Lady Di a deux visages. Devant les caméras, elle représente l'élégance et la liberté, mais quand les caméras sont éteintes, c'est une femme triste, tourmentée qui manque d'amour. D'ailleurs, c'est dans ces années-là qu'elle commence à vivre une aventure avec James Hewitt, son ancien prof d'équitation. Son mal-être réveille ses troubles alimentaires, contre lesquels elle affirme publiquement vouloir se battre. Yes, people are dying from eating disorders. Yet all of us can help prevent the seeds of this disease developing. As parents, teachers, family and friends, we have an obligation to care for our children. À partir de 1985, Diana s'engage dans des missions humanitaires. À cette époque, le sida fait rage dans le monde entier. La princesse de Galles prend le sujet à bras-le-corps. Elle se rend aux côtés des malades, brise tous les préjugés et effectue un geste impensable à l'époque. Elle serre la main d'un patient séropositif, donc un malade du sida, sans utiliser de gants. Elle est alors le premier personnage public à le faire. Pour donner un peu de contexte, il faut bien comprendre qu'au début du sida, la maladie suscitait beaucoup de peur, et notamment celle de l'attraper simplement en touchant quelqu'un qui serait infecté. Aujourd'hui, on sait bien que la maladie se transmet pas comme ça, mais à l'époque, ce geste symbolique permet un peu de changer le regard des gens sur les personnes séropositives. Lady Di est proche des gens, sa légende se crée. Elle s'engage aussi dans la lutte contre la production et l'exploitation des mines antipersonnelles, c'est des bombes placées sous le sol quand on marche dessus. Elle veut donc faire interdire ces mines antipersonnelles après une visite en Bosnie et en Angola où elle a rencontré des infirmes. Et les combats de Lady Di ont vraiment des conséquences. Quelques mois plus tard, le traité d'Ottawa est signé par 131 pays pour interdire l'usage des mines antipersonnelles. Cette fois, c'est sûr, Lady Diana a vraiment du pouvoir. Celle qu'on appelle la princesse des cœurs rencontre d'autres icônes des combats humanitaires. Je pense à Mère Teresa ou Nelson Mandela par exemple. Ce serait pas mal, tiens d'ailleurs, l'histoire de Mandela. Si jamais ça t'intéresse, tu peux nous le dire en commentaire. Mais voilà, on arrive dans les années 90, Lady Di a 30 ans et son histoire d'amour la rattrape. En fait, elle est tellement investie dans les causes humanitaires qu'on en oublie presque qu'elle est quand même la femme du prince Charles. Son chagrin personnel demeure et lui ronge progressivement l'esprit. En 1992, elle pose seule devant le Taj Mahal, en Inde, le temple de l'amour, après que son mari lui ait fait faux bond à la dernière minute, à quelques jours de la Saint-Valentin. Son chagrin est tellement grand qu'elle en fait part personnellement à la reine Elisabeth. Bon, évidemment, la reine ne peut pas faire grand-chose. Alors Diana emploie toujours la même méthode, la communication. Secrètement, elle va rejoindre Andrew Morton, un journaliste britannique, pour un entretien exclusif en vue de la publication d'un livre qui aura l'effet d'une bombe. On est en 1992 et Andrew Morton publie Diana racontée par elle-même. Tout est alors révélé. Son enfance, sa boulimie, l'histoire du prince avec Camilla, le peuple anglais découvre même que la princesse a déjà fait une tentative de suicide. La sortie de ce livre, dont les ventes dépassent tous les records, plonge la couronne britannique dans une crise sans précédent. Il faut rectifier le tir. Quelques mois plus tard, le Premier ministre, John Major, annonce la séparation et non pas le divorce de Diana et Charles. Le fait de divorcer pour des membres de la famille royale étant vu d'un mauvais œil. It is announced from Buckingham Palace that with regret, the Prince and Princess of Wales have decided to separate. Their Royal Highnesses have no plans to divorce and their constitutional positions are unaffected. This decision has been reached amicably and they will both continue to participate fully in the upbringing of their children. Il est évident que si les enfants veulent une vie à peu près normale, il vaut mieux qu'ils soient avec leur mère. Et c'est chose faite, Lady Di est désormais une mère célibataire. Elle passe beaucoup de temps à jouer avec William et Harry. Mais problème, les médias ne la lâchent plus. Partout où elle passe, les caméras se ruent sur elle. Son bras de fer avec la couronne se joue dans les médias. La presse people est au courant de tout, elle aime jouer sur la solitude de la princesse. On lui dit que la couronne la trouve narcissique. On la présente comme dépensière, inculte, infidèle. La famille royale répand l'idée que Diana se montrerait publiquement uniquement par narcissisme. Vous l'avez compris, un parfum de scandale flotte sur Lady Diana. Mais elle reste proche des gens et poursuit ses missions humanitaires. En fait, elle reste une icône, une idole aimée par le peuple britannique. Malgré son désir de réduire ses apparitions médiatiques à partir de 1993, Diana est contrainte de donner des explications aux Anglais, fascinée par sa fragilité et sa sensibilité. Alors, le 20 novembre 1995, Lady Di donne une interview à la BBC. Et en fait, cette interview est considérée comme l'une des séquences médiatiques les plus importantes de l'histoire contemporaine en Angleterre. Do you think Mrs. Parker Bowles was a factor in the breakdown of your marriage? Well, there were 3 of us in this marriage, so it was a bit crowded.
Diana semble triste, elle révèle tout, ses adultères, ceux de son mari, et elle s'en prend même à la couronne. Évidemment, les conséquences de l'interview sont colossales, c'en est trop pour la couronne. Charles et Diana doivent divorcer. La reine en fait la demande personnellement. En fait, il faut bien comprendre que les relations entre Diana et la reine se sont progressivement dégradées au fil des années, pour devenir carrément mauvaises en vérité. Cette interview qui a été tournée sans prévenir la famille royale, c'est un peu la goutte d'eau. On est le 29 août 1996, le divorce est signé. Bon, on est d'accord, l'argent fait pas le bonheur, mais Diana reçoit quand même une compensation, 17 millions d'euros de compensation et le droit de continuer de vivre dans son appartement de Kensington. La voilà dépourvue de son titre d'Altesse royale, mais elle reste quand même princesse de Galles, à titre honorifique. Après le divorce, le tourbillon médiatique se renforce davantage. Une fois divorcée, la princesse veut vivre, enfin libérée du protocole de la couronne. Alors on la retrouve dansante au concert de Paul McCartney, mais surtout on lui découvre une relation avec un médecin pakistanais, le docteur Asnat Khan, une relation qui existe en vérité depuis 1995. Cette nouvelle relation, au début gardée secrète, est évidemment très suivie par la presse. On dit même que Lady Di veut se marier avec Khan, mais que sa famille à lui, qui est musulmane, ne veut pas de cette union. Le médecin, qui ne supporte pas la surmédiatisation de sa compagne, doit donc quitter la princesse déchue après 2 ans de relation. Rapidement, alors qu'officiellement elle est encore avec Khan, Lady Di rencontre un nouvel homme, Dodi Al-Fayed. C'est le fils de l'homme d'affaires Mohamed Al-Fayed, un milliardaire égyptien, propriétaire du célèbre magasin londonien de luxe Harrods, qui rêve d'intégrer les cercles de l'aristocratie britannique. Quoi de mieux que de passer du temps avec une ancienne princesse pour avoir des insights sur ce petit milieu. En fait, père et fils Al-Fayed étaient en vacances dans le sud de la France, et ils ont invité Lady Di à les rejoindre pour prendre du bon temps. C'est comme ça que l'histoire entre Dodi et Diana a commencé. Nous sommes à l'été 1997, Lady Di a 36 ans, elle passe un été endiablé à Saint-Tropez où les paparazzis ne ratent rien de ses dernières sorties bateau. Et évidemment, ce qui devait arriver arriva, un baiser est échangé entre Diana et Dodi Al-Fayed. La photo fait le tour du globe, tout le monde a un avis sur Lady Di, certains la jugent libre et courageuse, d'autres provocatrice et insolente, le jeune couple est poursuivi, épié pendant son périple de vacances d'été. Sardaigne, Londres, Saint-Tropez, et finalement, le 30 août 1997, Lady Di est de passage à Paris pour se reposer un peu. Le passage de la princesse par Paris est censé être secret. Mais évidemment, vous vous en doutez, toute la presse est au courant. Après l'avoir poursuivi toute la journée en train de faire du shopping dans la capitale, une ribambelle de paparazzi l'attend place Vendôme devant le Ritz, le prestigieux palace parisien où elle séjourne. À cette époque d'ailleurs, l'hôtel appartient à Mohamed Al-Fayed, le père de Dodi. Plutôt pratique. On informe la princesse que les photographes sont là. Mais elle n'en peut plus, elle ne veut plus se montrer aux journalistes. Après avoir dîné à l'hôtel, Diana et son amant décident donc de se rendre discrètement dans l'hôtel particulier de Dodi. Un plan de sortie est organisé. La voiture de Dodi, qui est garée devant l'hôtel, là où la plupart des paparazzis attendent le couple, part la première. Au même moment, Diana quitte l'hôtel par une porte dérobée derrière. Il est minuit 10 et les amoureux sautent discrètement dans une Mercedes noire. Enfin, discrètement. Les photographes comprennent habilement ce stratagème, c'est pas évident de semer des paparazzis. Au volant, Henri Paul, le chauffeur fidèle et silencieux de la princesse, est prêt, comme d'habitude, à la déposer là où elle le désire. Mais en cette nuit de fin d'été, Henri Paul a un peu bu. Mais bon, il veut pas faire faux bon à la princesse, le travail d'abord. Minuit 20, aucune consigne à part fonce Henri, direction l'appartement de Dodi. Le trajet doit durer 5 minutes. La Mercedes noire qui transporte Lady Di et Dodi fonce à toute vitesse, poursuivie par un petit groupe de photographes. Pour Dodi Al-Fayed, il faut absolument semer les paparazzis qui travaillent au flash. Alors il demande à Henri Paul de faire des détours, passer par des chemins sombres et escarpés. La route est mouvementée et la princesse ne porte pas de ceinture. Puis la rue de Rivoli, la place de la Concorde, et à minuit 30, quelques minutes après leur départ, la voiture entre dans le tunnel sous le pont de l'Alma, dans le 16e arrondissement de Paris. Et là, le temps s'arrête. À 105 km/h, la Mercedes noire est incontrôlable. Elle heurte d'abord une Fiat Uno qui roule à son niveau. Puis par 2 fois, Henri Paul tente de freiner. Sur 19 mètres d'abord, puis sur 32 mètres. Impossible, les freins ne répondent pas. Le conducteur tente de reprendre la bonne trajectoire, mais il ne maîtrise plus rien. La voiture princière s'encastre violemment dans un des piliers du pont. Henri Paul, le fidèle chauffeur, meurt sur le coup. Le corps écrasé contre le klaxon, qui retentit de manière continue, comme un cri de douleur, dans le tunnel du pont de l'Alma. Dodi Al-Fayed, l'amant de la princesse, meurt également sur le coup. Diana, elle, est inanimée. Alors rapidement, les secours rejoignent la zone de l'accident. Les premières analyses sur place amènent le SAMU à déclarer officiellement Dodi Al-Fayed et Henri Paul morts, à 1h30 du matin, après avoir tenté pourtant de les réanimer. Lady Di, elle, est dans le coma,
et son pied est bloqué sous un siège. Les secours mettent plus d'1 heure à la sortir de la voiture, sous les flashs incessants, presque épileptiques des paparazzi qui ont rejoint le lieu de l'accident. Et les premiers diagnostics sur place tombent, Lady Di est dans un état critique, gravement blessée à la tête et au bras. Son pronostic vital est engagé. Elle est transportée jusqu'à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, et pendant le trajet, la princesse fait un arrêt cardiaque. Quelques heures plus tard, à 4h25 du matin, les médecins de l'hôpital annoncent dans un silence pudique la mort de Lady Diana aux autorités françaises. La princesse des cœurs s'est éteinte d'une hémorragie interne. Au petit matin, vers 6h, une conférence de presse rend l'information publique. Malgré la fermeture de cette plaie et un massage cardiaque externe puis interne de 2 heures, aucune efficacité circulatoire n'a pu être rétablie et le décès a été constaté à 4h du matin. Le 31 août 1997, Lady Diana est morte. Elle avait 36 ans. En fin d'après-midi, le prince Charles arrive à Paris, en Jaguar verte, pour rendre un dernier hommage à son ex-épouse. Le passage du corbillard est applaudi chaleureusement par la foule, venue saluer une dernière fois la princesse légendaire. À Buckingham, au même moment, c'est l'ébullition. Partout dans la ville, des cortèges se montent spontanément. Des messages sont publiés. La presse réclame des obsèques royales pour la princesse. Mais bon, vous le savez, elle a plus de titre d'Altesse royale. Depuis l'annonce de sa mort, des milliers de Britanniques, endeuillés et silencieux, affluent vers le palais de la princesse à Kensington pour y déposer des fleurs. Les médias se saisissent de l'événement. Les éditions spéciales sont ouvertes pour couvrir les funérailles. Évidemment, une fois l'émotion retombée, une question émerge. Que s'est-il réellement passé dans la nuit du 30 août 1997 sous le pont de l'Alma? Comment un tel accident a-t-il pu arriver? Assez vite, les premiers accusés sont les photographes. On dit qu'ils ont aveuglé le chauffeur avec les flashs. Ils sont alors placés en garde à vue. Finalement, une enquête est ouverte et innocente les paparazzi. La conclusion est bien triste. Les analyses de sang d'Henri Paul, le chauffeur, révèlent qu'il avait mélangé alcool et médicaments. Il était donc absolument incapable de contrôler la voiture. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Mohamed Al-Fayed, le père de Dodi, estime que son fils et la princesse ont été victimes d'un complot. Pour lui, ça n'est pas un accident. C'est un meurtre. Le milliardaire soutient que cet accident a été complètement organisé par la famille royale, et plus précisément par la reine elle-même et son mari Philippe, qui auraient engagé les services secrets britanniques pour éviter que la mère d'un futur roi d'Angleterre épouse un musulman. Personne ne peut connaître les faits, personne ne peut savoir ce qui s'est passé directement. C'est mon fils. Moi, j'ai perdu mon fils. Et c'était un complot. Mohamed Al-Fayed prétend en plus que Diana était enceinte de Dodi. En 1999, le parquet de Paris tranche. C'est un non-lieu. Lady Diana est morte dans un banal accident. Mais quand même, des mystères demeurent et des théories émergent. En fait, beaucoup de gens estiment que la princesse des cœurs ne peut pas être morte dans de telles circonstances. Sa vie a été beaucoup trop héroïque pour ça. Alors des questions sont posées et des théories du complot se développent. La Fiat Uno blanche qui était présente lors de l'accident avait un drôle de comportement. Qui la conduisait? Les analyses ont démontré la défaillance des freins de la Mercedes de la princesse. Certains estiment que ça ressemble à un coup monté. Qui a cassé les freins? L'enquête a en plus montré que le contact était coupé au moment de l'accident. Même la durée d'arrivée des secours a été questionnée. En janvier 2004, une enquête criminelle, cette fois-ci en Angleterre, est ouverte. La conclusion est sans appel, il s'agit d'un homicide par négligence, d'un accident. Pourtant, encore aujourd'hui, les théories sur la mort de Lady Di sont encore débattues, et une nouvelle piste a émergé progressivement. Le sang, qui a été analysé pour déclarer l'accident, ne serait pas celui du chauffeur. Donc ni alcool, ni médicaments, en tout cas concernant Henri Paul. Mais surtout, beaucoup d'analystes estiment que si cet accident a été organisé, c'est pour faire du mal plutôt à Mohamed Al-Fayed, le père de Dodi. Je vous explique. En fait, en 1997, l'homme d'affaires est très menacé. Il est dans des histoires d'escroquerie à l'échelle mondiale. Le mec est quand même toujours entouré d'une quarantaine de gardes du corps hyper inaccessibles. Alors, pour l'affaiblir, ses ennemis auraient plutôt visé son fils. Et le hasard de l'histoire aurait fait que, ce jour-là, il était avec Diana. Bon, en tout cas, c'est ce que lui défend. Pour tout vous dire, des années plus tard, en 2003, une lettre prétendument écrite de la main de Lady Di est publiée par son majordome. Dans cette lettre, qui sera écrite en 96, juste après le divorce avec Charles, quelques mois avant sa mort, Diana aurait écrit avoir peur pour sa vie. On pourrait notamment y lire « Mon mari prévoit un accident dans ma voiture, une panne de frein et une grave blessure à la tête, pour pouvoir se remarier. » Il semble qu'on ne saura jamais vraiment ce qui s'est passé cette nuit-là et que de nouvelles théories pourraient émerger. En tout cas, l'ombre de Lady Di plane sur l'esprit des Anglais. Elle fait presque partie d'eux. Par exemple, en 2007, une fontaine a été inaugurée en son honneur à Hyde Park, un célèbre parc londonien. À cette occasion d'ailleurs, la reine Elisabeth a évoqué la mémoire de son ancienne belle-fille. But I cannot forget, and nor can those of us here today who knew her much more personally as sister, wife, mother, or daughter-in-law, the Diana who made such an impact on our lives.
Of course, there were difficult times, but memories mellow with the passing of the years. I remember especially the happiness she gave to my 2 grandsons. Plus récemment, le palais de Buckingham a érigé une statue à l'effigie de Lady Diana dans la capitale pour marquer son 60e anniversaire. Diana Spencer, c'est une personnalité romanesque qui a fait vibrer le cœur du peuple britannique et du monde entier, qui a fait trembler la couronne britannique. Lady Di, c'est une princesse simple qu'une aura de mystère et de fascination entoure, et ça même après sa mort. C'est une femme de son époque, libérée, engagée, combative et surexposée, dont la mort soudaine a fabriqué sa légende. Lady Di a traversé les cœurs et les lieux avec toujours une légèreté fascinante. C'était la vie de Diana Spencer et donc l'affaire Lady Di. C'était Gaspard G, merci d'avoir suivi cette vidéo, cette affaire un peu différente des autres. Dites-moi si ce pas de côté vous a plu. Vous le savez, moi j'aime bien tester plusieurs formats. Merci à toute mon équipe qui a travaillé sur cette vidéo. Bon, et une dernière fois, je vous demandais si ça vous a plu de vous abonner. Vous êtes plusieurs centaines de milliers à regarder ces vidéos, un peu moins à être abonnés à la chaîne. N'hésitez pas à le faire, au pire, vous pourrez toujours vous désabonner. L'Histoire 2, c'est un dimanche sur 2, alors à dimanche dans 2 semaines. Merci les gars, tape là.